il faut, si vous voulez, qu'on arrive précisément à identifier ce qui peut s'acheter et se vendre, et puis ce qui ne doit pas s'acheter et se vendre. Et donc il y a tout un ensemble je dirais qu'il y a tout un ensemble de services à sanctuariser. L'éducation, la santé, la nature, eh bien, ça doit s'inscrire dans du non-marchand. Mais pour faire fonctionner le non-marchand, eh bien, on a besoin de cette transformation monétaire, on a besoin de ce mode d'émission de monnaie sans dette, pour lequel il n'y a pas d'attente, précisément, il n'y a pas d'attente de rentabilité. Bienvenue dans le podcast Oser, une émission d'écologie politique qui donne la parole à des intellectuels, des chercheurs et des professionnels pour mieux comprendre les enjeux sociaux et écologiques de notre monde. Bonjour Isabelle Coupé-Soubeyran. Bonjour. Et bienvenue dans le podcast Oser. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravi, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, de vous recevoir pour parler d'un sujet qui peut faire un petit peu peur quand on le regarde comme ça, qui est celui de la monnaie. On peut se dire que ça peut paraître un peu rébarbatif, mais en fait, c'est absolument passionnant. Je veux dire que moi, c'est vraiment un sujet qui m'a toujours passionné en économie. J'ai découvert Aglietta quand j'étais en prépa, j'avais adoré son livre et je trouve que c'est vraiment un sujet dont il faut se saisir, qui peut apparaître technique, mais qui est vraiment essentiel pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés modernes et aussi pour entrevoir, je pense, des leviers pour nous permettre en fait de mieux vivre et de réellement transformer nos manières de vivre. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, je vais essayer. Donc, je ne dis pas mon prénom ni mon nom, ça vous savez. Ça, pour l'instant, voilà, a priori, on est bon. Ça, bon. Donc, si je devais me présenter, eh bien, je dirais que je suis une chercheuse passeuse. Voilà. Je ne travaille pas vraiment je travaille pas tellement sous le réverbère. Je regarde pas uniquement où il y a de la lumière. Je suis pas une plombière. Alors, en disant ça, je fais référence à un petit mot d'Esther Duflo qui avait défini comme ça le rôle des économistes. Alors, j'ai beaucoup de respect pour Esther Duflo. Je trouve qu'elle fait un travail formidable et qu'elle mérite amplement le prix de la Banque de Suède qui lui a été remis. Mais je pense qu'on a besoin d'un écosystème d'économistes. Et je pense que l'économiste est utile quand il travaille dans la cité, qu'il est au service de la cité. Et moi, j'aime bien cette façon de faire de l'économie. Donc, j'ai des questions de recherche qui me passionnent. Toutes ne se prêtent pas à un travail empirique, un travail avec des données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'identifier des dysfonctionnements sociétaux et partant de là, d'éclairer en fait des transformations utiles. Et j'ai très à cœur en fait une fois que je comprends quelque chose, de le partager, voilà, et de transmettre. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être tout simplement parce que je me sens plus utile en faisant comme ça. Donc il y a une part d'égoïsme dans ça. C'est pas un pur altruisme, mais j'ai besoin, une fois que je comprends, de transmettre. Et je trouve d'ailleurs que c'est dans cette étape de transmission, de diffusion, qu'on comprend vraiment les choses. Parce que quand il faut les expliquer à beaucoup de monde ou à des personnes d'horizons très différents, eh bien, c'est là où, en variant justement les explications, les éléments de langage, c'est là où on s'aperçoit qu'on a bien compris ou qu'on n'a pas bien compris, qu'il faut encore charbonner. Donc, chercheuse passeuse, je pense que ça me définit plutôt pas mal. Super, merci beaucoup. Je suis complètement aligné. Et j'aime beaucoup ce terme de chercheur-passeur, chercheuse-passeuse. Et vous travaillez sur quel sujet ? Alors, je travaille sur les banques,
sur le système financier, sur le financement de l'économie, sur l'instabilité financière, sur les crises financières, sur la façon dont on peut prévenir les crises financières, donc sur l'encadrement nécessaire du système financier et bien entendu sur la monnaie, sur cet objet assez fascinant qu'est la monnaie. Et tous ces sujets-là, qui sont au cœur de mes réflexions, progressivement, depuis combien de temps ? Je ne sais pas, je ne vois pas passer le temps, mais depuis quand même pas mal d'années, j'essaie de les connecter à la transition écologique. D'accord ? Donc, comment fait-on justement pour avoir un système financier qui soit davantage façonné pour financer ce dont on a besoin pour la transformation écologique. D'où cet ouvrage. Parce qu'on a un système monétaire et financier qui est façonné pour une économie très peu soucieuse des limites planétaires, qui les a longtemps ignorées. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir aux transformations monétaires et financières permettant de satisfaire nos besoins humains en respectant les limites planétaires, en les intégrant vraiment dans nos modèles d'activité, et puis en respectant l'humain aussi. Les deux doivent aller de pair. Bah super, merci beaucoup. C'est une transition parfaite. Je pense que pour commencer, j'aimerais bien qu'on fasse un point sur la monnaie, parce que c'est vrai que ça apparaît comme presque un objet quotidien, ou en tout cas quelque chose qu'on a l'impression de manier, de connaître, mais c'est pas si simple que ça en fait, de définir la monnaie, de la caractériser. Comment est-ce que vous pourriez le faire ? Alors, d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est un objet très ambivalent, la monnaie, avec à la fois une dimension privée. Chacun appréhende la monnaie par rapport à l'argent qu'il détient dans ses poches, sur son compte bancaire. Mais la monnaie, ça a aussi une dimension collective. C'est tout un système de paiement qui fonctionne en fait sur la base d'une convention collective. La monnaie n'est monnaie parce que tout le monde veut bien reconnaître que c'est de la monnaie. D'accord ? Donc, il y a cet aspect, cette dimension collective qui fait de la monnaie une institution qui façonne nos sociétés, qui épouse même le projet de société, qui rend possible le projet de société. Et puis, il y a la monnaie dans sa dimension individuelle. Donc, c'est cette ambivalence très bien soulignée par Michel Aglietta dans ses travaux, ainsi que par André Orléans quand ils ont travaillé ensemble. Donc ça, je pense que c'est un premier élément à mettre en avant. Et après, s'il fallait donc donner une définition de la monnaie, je dirais que la monnaie, c'est avant tout un pouvoir de compter, un pouvoir de dire la valeur. D'ailleurs, Aglietta et Orléans insistent beaucoup sur cette dimension-là, sur le fait que la monnaie, c'est avant tout le langage de la valeur. C'est ce qui rend la valeur intelligible. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la monnaie est constitutive de l'échange. Quand on raconte des histoires un peu simplettes de la monnaie en disant... avant la monnaie, il y avait le troc. Et puis ensuite, la monnaie est arrivée pour faciliter l'échange. Eh bien, mais on passe complètement à côté de ce qu'est la monnaie. La monnaie, c'est cette institution qui façonne la société, précisément parce que c'est avant tout le langage de la valeur. Elle rend la valeur intelligible, et c'est en rendant la valeur intelligible qu'elle rend l'échange possible. Voilà, donc c'est ça d'abord, la monnaie. C'est ce langage de la valeur, ce pouvoir de dire la valeur. C'est bien sûr un pouvoir d'acheter, d'accord ? Donc ça, c'est essentiel aussi. Et puis je dirais que plus largement, au fond, la monnaie, c'est un pouvoir d'agir. Donc la monnaie, c'est pouvoir.
Bah super, merci beaucoup pour cette définition. Vous l'avez dit, en fait, la monnaie, elle est contextuelle en fait, de différentes périodes historiques. Elle a évolué dans le temps. Je pense que c'est important en fait, de revenir peut-être un petit peu sur comment en fait, la monnaie s'est développée, comment est-ce qu'elle a évolué historiquement pour qu'on comprenne en fait, un petit peu les différents types et modalités contextuelles justement de ce que peut être et ce qu'a été la monnaie. Alors, dans cet ouvrage, dans le pouvoir de la monnaie, avec Augustin Cerciron et Pierre Delandre, on a un gros chapitre historique sur la monnaie, où on essaie d'avoir un petit peu, alors avec beaucoup de liberté quand même, mais on suit un peu la démarche de David Graeber dans son gros ouvrage sur la dette, où il découpe l'histoire de l'humanité en périodes, grandes périodes. Et donc on fait un petit peu la même chose pour essayer de montrer en fait cette correspondance très forte entre type de monnaie et type de société, entre monnaie et projet de société. Et ça, dans le livre, ça nous permet en fait d'illustrer la monnaie en tant qu'institution qui façonne la société et qui se transforme au cours du temps. Et donc, si on reparcourt comme ça un peu l'histoire de l'humanité, on peut en fait partir des sociétés tribales. Alors, dans les sociétés tribales, justement, contrairement à l'idée un peu répandue, on n'est pas du tout dans des sociétés marchandes, bien entendu, et il n'y a pas tant de relations à travers le troc. D'accord ? Et donc, il n'y a pas le troc dans ces sociétés-là avant la monnaie qui arriverait plus tard. Et ce qui est très intéressant quand on parcourt les travaux des anthropologues, c'est qu'en fait, il y a déjà des formes de monnaie dans les sociétés tribales. Mais précisément, ce sont des sociétés non marchandes, où ce qui compte, c'est le rapport au sein du groupe, au sein de la tribu, le rapport entre les personnes, entre les gens, le rapport entre les personnes au sein de la tribu, et parfois aussi des rapports entre les tribus. Et dans ces sociétés non marchandes, on a en fait des formes de monnaie elles-mêmes non marchandes qui permettent de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Ça ne sert pas à un rapport aux choses, ça sert à un rapport en fait interpersonnel. Et donc, dans les sociétés tribales, la monnaie sert à payer des dettes de vie, sert à payer le prix, entre guillemets, de la fiancée, sert à payer le prix du sang après une lutte, après un combat entre tribus. Et à chaque fois, vous voyez, ça sert aussi à canaliser la violence essentielle. Donc, c'est cette institution qui prend la forme, en fait, d'un rapport non marchand. Donc, c'est très intéressant de voir que dans ces sociétés tribales non marchandes, on a des formes de monnaie non marchande. Alors, ça peut être des coquillages, des cochons vivants, ça peut être des grosses coques de cacao. Et voilà, on s'en saisit et ça permet de tisser du lien social. D'accord ? Et donc, dans ces sociétés non marchandes, en fait, la monnaie, c'est du pur lien social. Et alors, on va pas passer toute la discussion sur les sociétés tribales. Donc, si on avance un peu et si on avance dans la période de la haute antiquité, d'accord, dans les temples mésopotamiens, là, en fait, apparaît la monnaie de compte. Et donc, la monnaie qui va permettre justement de compter, de dire la valeur. Non pas de payer des choses, d'ailleurs, mais vraiment de dire la valeur. Les prêtres des temples mésopotamiens qui administrent complètement toute l'activité du temple ont besoin en fait de cette comptabilité. Et c'est à partir de ce besoin de compter qu'ils vont inventer la monnaie de compte. Et c'est l'invention de la monnaie de compte qui va en fait rendre possible progressivement
l'échange marchand. Donc là aussi, hein, on a un type de société très différent des sociétés tribales non marchandes. Dans la haute antiquité, on a des sociétés religieuses, agraires, qui vont se développer grâce à cette monnaie de compte. Ensuite, si on avance encore un peu, dans l'Antiquité classique, eh bien là vont apparaître en fait les premières pièces métalliques au temps de Crésus et de son papa, le roi Aliat II. Et donc, avec ces premières monnaies métalliques, apparaissent en fait les premières monnaies complètes où la monnaie ne sert plus seulement à compter, à dire la valeur, elle sert aussi à échanger et à conserver la valeur. La monnaie va exister sous cette forme de monnaie métallique pendant longtemps, d'accord, jusqu'à la fin du Moyen Âge. Et lorsque les billets de banque vont se développer, lorsque la monnaie de crédit va se développer, eh bien, on va précisément basculer dans des sociétés très différentes. Alors, on n'est plus seulement là dans des sociétés marchandes et conquérantes comme étaient les sociétés de l'Antiquité classique. On va basculer en fait dans des sociétés capitalistes. C'est l'arrivée de la monnaie bancaire qui progressivement va se libérer de l'or, va se libérer du métal précieux. C'est cette émancipation-là qui va permettre en fait de tourner la société vers l'avenir, vers le projet industrieux, vers le projet d'accumulation de valeur. La monnaie bancaire, c'est le levier des sociétés capitalistes. Et donc l'émancipation vis-à-vis de l'or a été très progressif. Il y a d'un côté cette libération du métal précieux, parce que le système monétaire auparavant était très largement, ancré sur l'or. Il y a cette libération vis-à-vis de l'or, alors qui va prendre beaucoup plus de temps que ce que je vous dis, parce que au niveau international, bien sûr que si vous êtes fin 19e, début 20e, et ça jusqu'au débur des années 70, vous avez finalement un système où les monnaies les unes par rapport aux autres sont échangeables en partie sur la base de l'or. Enfin, je ne suis pas très claire en disant ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... C'est le fonctionnement de l'étalon or, de Bretton Woods, et qu'on connaît peut-être un peu mieux, et le fait du dollar qui, lui, a une valeur par rapport à l'or. Exactement, et ce n'est au fond qu'à la fin du système de Bretton Woods, qu'à partir du moment où le dollar, qui était devenu la seule monnaie convertible en or, ne l'est plus, que vraiment la monnaie bancaire va se libérer totalement de l'or. Mais il y a quand même, si vous voulez, une libération bien avant vis-à-vis de l'or, et donc la possibilité, en fait, pour les banques d'émettre des billets dont on se demande au début du 19e si il faut justement qu'ils soient complètement adossés à des réserves d'or ou pas. Il y a des débats énormes, des disputes énormes avec des réponses qui varient jusqu'au moment où les banques vont pouvoir émettre des billets sans les adosser à de l'or, et puis surtout, bien après, si vous voulez, émettre de la monnaie de crédit. Et là, ça nous fait vraiment basculer dans le système monétaire contemporain, pas adossé à 100% de réserve. J'aimerais qu'on fasse un petit point, justement, peut-être pour préciser, c'est quoi la différence entre la monnaie de crédit et la monnaie avant ? En quoi c'est un
tel changement et en quoi ça nous fait vraiment rentrer dans le capitalisme et l'ère d'accumulation? Parce que c'est pas forcément facile à saisir. Oui. Alors, la monnaie métallique, c'est une monnaie dont finalement la création et la mise en circulation dépend des stocks de métaux précieux disponibles. Et oui, d'accord. Et donc, la valeur, elle est liée en fait à un poids en métal, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que la monnaie métallique a une valeur qui dépend de son poids d'or, de son poids d'argent. Donc, ça fait complètement dépendre la quantité de monnaie disponible dans l'économie des stocks d'or. D'où, d'ailleurs, si vous voulez, le côté un peu prédateur des sociétés coloniales qui essaient de s'accaparer des stocks d'or pour pouvoir disposer de plus d'argent, d'accord, de plus de monnaie en circulation. Donc, au temps des mercantilistes, eh bien, l'objectif, c'est vraiment d'accroître le stock de métal précieux pour avoir de quoi faire fonctionner l'économie. Donc la monnaie métallique, c'est une monnaie qui est complètement dépendante du stock de métal précieux accumulé. Et vous voyez, en disant ça, on comprend qu'en fait, la monnaie métallique, c'est une monnaie finalement qui est tournée vers le passé. D'accord, qui est tourné vers ce qu'on a pu accumuler par le passé comme quantité de métal précieux. Et qui a vraiment des limites physiques, en fait, la limite physique du stock disponible. Exactement. Et donc, c'est effectivement une monnaie qui dépend, c'est un système monétaire qui dépend d'une quantité accumulée, et cette quantité n'est pas infinie. La monnaie bancaire, c'est une monnaie qui se libère donc de cette dépendance à un stock d'or existant en quantité limitée, mais qui s'attache à autre chose, en fait, qui s'attache à la dette. Et donc, il y a cette émancipation vis-à-vis de l'or et cet attachement vis-à-vis de la dette, mais précisément, cette relation de dette permet d'entrer dans le financement de projets industrieux. C'est-à-dire que la monnaie bancaire, la monnaie de crédit, comment ça fonctionne ? La banque octroie un crédit à qui a un projet industrieux, d'accord ? Donc, on va dire, si on se met dans la période contemporaine, la banque fait crédit à une entreprise, normalement, qui a un projet d'investissement, et donc qui attend une création de richesse à venir. Donc là, la société a le regard tourné vers le futur, vers l'avenir. Et si la banque pense que ce projet aboutira, alors elle octroie ce crédit. Et on a là une création monétaire qui n'a plus rien à voir avec des monnaies métalliques frappées. C'est-à-dire que quand la banque fait crédit, eh bien, elle inscrit à son bilan, à son actif, la créance qu'elle détient sur l'entreprise, et simultanément, elle inscrit à son passif l'argent qu'elle met à disposition de l'entreprise. D'accord ? Donc, l'entreprise voit son dépôt augmenter sur son compte bancaire. C'est de l'argent qu'elle a à sa disposition, que la banque a mis à sa disposition. Et cet argent, qui s'inscrit donc dans une relation de dette, c'est de l'argent que l'entreprise devra rembourser à la banque. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que, d'une part, dans ce processus de création monétaire de la monnaie de crédit, c'est le crédit
octroyé par la banque qui fait le dépôt à la disposition de l'emprunteur, de l'entreprise en l'occurrence. Le crédit fait le dépôt, d'accord ? Et l'entreprise entre ainsi dans une relation de dette vis-à-vis de la banque. Elle doit rembourser ce crédit. Et une fois qu'elle aura remboursé ce crédit, eh bien, la créance sera éteinte, d'accord ? Et la monnaie créée initialement sera détruite. Entre-temps, eh bien, on comprend que ce processus permet de faire fonctionner tout un circuit économique. C'est-à-dire que quand l'entreprise a cet argent à sa disposition, eh bien, elle investit, elle emploie des salariés, elle verse des salaires. Ces salaires permettent aux salariés de dépenser, de satisfaire leurs besoins de consommation. C'est du chiffre d'affaires pour les entreprises qui ont ainsi de quoi rembourser l'argent emprunté. Et donc, a priori, c'est un dispositif assez génial, en fait, pour financer l'investissement, pour faire fonctionner l'économie. A priori, c'est un dispositif qui est censé ne pas être inflationniste. C'est-à-dire que ça répond aux besoins de l'économie et, à la fin, quand l'argent est remboursé, la monnaie est détruite. Donc, la monnaie est créée en répondant aux besoins de l'économie et son remboursement vient détruire la monnaie créée. Donc, cette monnaie dite endogène, si on prend le langage des économistes, eh bien, c'est a priori une monnaie qui n'est pas trop inflationniste, donc qui, sur le papier, est absolument géniale pour faire fonctionner une économie industrieuse. On va revenir après sur tout le processus de création monétaire un peu dans le détail, parce que je pense que ça peut être un choc aussi pour certaines personnes qui nous écoutent de comprendre que en fait, la monnaie est un peu créée ex nihilo et qu'elle ne dépend pas d'un stock disponible et que ce n'est pas avec l'argent qu'on dépose à la banque qu'on va financer des investissements, mais bien à travers des lignes d'écriture qui sont vraiment faites ex nihilo, comme ça, en fonction de réponse à un besoin. Mais juste, j'aimerais qu'on revienne sur ce passage en fait de la monnaie, la monnaie métallique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de la couronne d'Espagne qui accumule des stocks d'or en prédation de colonisation en Amérique et qui permet en fait de financer tout un tas de constructions, d'infrastructures, de développement, mais à partir de ce stock, à en fait une monnaie, un pouvoir qui est donné à des organismes privés, des banques, qui ne possèdent aucun stock, mais chez qui on va pour en fait obtenir la possibilité de faire un projet. Ça paraît dingue quand même. Alors, ça ne se passe pas du jour au lendemain, hein. Tout ça est toujours très, très progressif. Et en fait, on a, je dirais, quand on passe d'une forme monétaire à une autre, la monnaie de crédit ne vient pas complètement effacer la monnaie métallique et ne vient pas non plus d'ailleurs complètement remplacer les billets de banque. Donc on a de la monnaie métallique, mais qui progressivement ne puise plus sa valeur de la quantité de métal précieux. Une pièce de monnaie aujourd'hui, c'est complètement déconnecté, sa valeur est complètement déconnectée. Oui, elle pourrait être en plastique, ce serait la même chose. Exactement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a cette coexistence en fait des formes monétaires. C'est-à-dire que les monnaies métalliques n'ont pas disparu du jour au lendemain. Les billets de banque n'ont pas été effacés par la monnaie scripturale, celle qui est créée par les banques à l'occasion de ces opérations de crédit et qui se retrouve sur nos comptes bancaires en dépôt. De la même manière que si demain la Banque Centrale Européenne met en circulation un euro numérique,
eh bien, ça ne viendra pas non plus faire complètement effacer les billets de banque. Donc, en fait, si vous voulez, à chaque fois, l'évolution est très progressive et la diversité monétaire, c'est une caractéristique en fait du système monétaire. Vous avez cette pluralité de formes de monnaie. Mais vous avez quand même une véritable révolution monétaire qui, malgré tout, s'est opérée quand progressivement les banques ont pu émettre de la monnaie sans l'adosser complètement à des réserves de métal, puisque là, effectivement, eh bien, la capacité de création monétaire ne dépend plus d'un stock fini. Et donc, la capacité de création monétaire, en fait, peut complètement épouser les besoins de l'économie, besoins qui s'expriment à travers la demande de crédit. D'accord. Donc, c'est cette révolution-là qui s'opère. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous disais, en fait, avec la monnaie bancaire permet vraiment, en fait, à la société de tourner son regard vers l'avenir, tandis que, avec un système monétaire à base de monnaie métallique, on a toujours le regard tourné vers le passé, vers le stock accumulé. Et vous disiez, c'est vraiment en fait les projets industriels qui voient aussi l'explosion un peu de cette monnaie crédit, j'imagine, par rapport à ce qu'on s'est dit, parce que les besoins sont nettement supérieurs par rapport à des stocks qu'on peut avoir. Et j'imagine que cette transformation, ou en tout cas cette accélération, est due aussi à l'augmentation des besoins, non ? Oui, bien sûr. Alors, je dirais que la relation va dans les deux sens. C'est-à-dire que la révolution industrielle a besoin d'une révolution monétaire pour s'opérer. Et donc, vous avez finalement le développement de l'industrie qui va permettre la transformation monétaire, parce qu'elle a besoin de cette transformation monétaire, et cette transformation monétaire qui va alimenter la révolution industrielle. Alors, il ne s'agit pas de réduire, la révolution industrielle à une révolution monétaire la permettant, mais nul doute que sans le développement de la monnaie de crédit, la révolution industrielle n'aurait pas pu avoir lieu. Oui, on voit que c'est un ensemble de systèmes sociotechniques, presque, comme on peut l'appeler, qui permet et qui facilite ou favorise et voit cette nouvelle manière de procéder, de produire et émerger. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point c'est connecté, et de penser vraiment justement la monnaie, non pas comme étant une manière un peu ancrée, définie de faire, voir son évolution et voir à quel point elle a évolué effectivement avec l'arrivée du capitalisme. On a un peu évoqué très rapidement la manière dont est créée la monnaie en Europe, mais peut-être que si on fait un point sur aujourd'hui, concrètement, c'est quoi le fonctionnement de la création monétaire ? Il y a beaucoup de choses qui apparaissent très compliquées, notamment la question de la Banque centrale européenne, le rapport avec les banques nationales comme la Banque de France. C'est quoi l'État, son rôle ? Quel est son pouvoir d'agir, de faire dans la création monétaire ? Voilà, un peu, si on peut déblayer un peu ça pour essayer d'éclaircir. Alors, tout à l'heure, on disait que différentes formes de monnaie coexistent, qui sont toutes de la monnaie légale, mais différentes formes de monnaie coexistent. Et donc, vous avez dans ce qu'on appelle la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans l'économie qu'on utilise pour réaliser pour réaliser des achats. Vous avez toute petite fraction qui correspond aux pièces. Après, vous avez les billets. Alors, pièces et billets, ça fait à peu près 10% de la quantité de monnaie en circulation. Wow. C'est petit. Les pièces, c'est
c'est une monnaie qui est fabriquée par l'État. D'accord ? Donc ça reste un vestige des temps passés. Les billets de banque, ça, c'est de la monnaie de banque centrale. C'est-à-dire que c'est la banque centrale qui fabrique ces billets de banque. Et d'ailleurs, quand on interroge, je dirais, le quidam sur la création monétaire, ce qu'il a en tête, généralement, c'est un petit peu ce mythe de la planche à billets. Ouais. Alors, bon, c'est pas complètement faux, mais c'est qu'une petite fraction de la masse. 10%, c'est rien, quoi. Oui, c'est rien du tout. Donc, c'est vraiment une petite fraction de la masse monétaire, avec donc ces billets de monnaie centrale. Et on va revenir d'ailleurs un petit peu plus loin sur la monnaie centrale. Mais donc, la caractéristique des billets, c'est de pouvoir être utilisés par tous. Voilà. Donc, c'est une monnaie publique accessible à tous. Et donc là, on vient d'éclairer 10% de la masse monétaire. Donc, il faut qu'on éclaire les 90% restants. Alors, les 90% restants, c'est précisément de la monnaie créée par les banques commerciales. Donc, ça nous ramène à la question de savoir comment est-ce que les banques commerciales créent de la monnaie. Alors ça, c'est une question que peut-être peu de gens se posent. Mais comment est-ce que les banques créent la monnaie ? Parce que quand on pose cette question comme ça, on se dit, les banques collectent des dépôts, elles font des crédits. Et donc ça amène à se les représenter comme de simples intermédiaires financiers qui prêteraient les dépôts à des emprunteurs qui ont des projets à financer. En fait, vous voyez bien que forcément, ça ne marche pas comme ça, parce que sur votre compte sinon votre compte de dépôt serait vidé finalement par l'usage qu'en feraient les banques. Donc, quand une banque fait un crédit, elle ne prête pas de l'argent au sens littéral du terme, parce que quand je vous prête quelque chose, il faut que je détienne la chose pour vous la prêter. D'accord ? Donc, quand une banque fait un crédit, eh bien, en fait, elle ne prête pas de l'argent, elle crée cet argent, elle va créer le dépôt. Et donc, si elle répond à la demande d'un emprunteur qu'elle estime solvable, c'est-à-dire un emprunteur qui pourra rembourser le crédit octroyé et pourra payer le prix de ce crédit, parce qu'on y reviendra, mais c'est vraiment en fait, là on bascule dans une relation qui est complètement marchande, où l'argent en fait est une sorte de marchandise vendue par la banque. Dans le livre, vous parlez du loyer de l'argent. Oui, exactement. J'avais trouvé génial, parce que je trouve que c'est très... on se représente très bien ce que c'est. Effectivement, c'est un peu comme si la banque louait, d'accord, cet usage de l'argent, à ceci près que, encore une fois, c'est pas de l'argent préexistant, c'est de l'argent qu'elle crée, et c'est un pur jeu d'écriture comptable. La banque octroie le crédit, elle enregistre ce crédit à son actif. Simultanément, il y a une écriture à son passif. Donc, simultanément, c'est de l'argent dont son client emprunteur va pouvoir disposer, qui est donc à l'actif de son client emprunteur et au passif de la banque. Mais son client emprunteur, entre dans une relation de dette vis-à-vis de la banque. C'est de l'argent qu'il devra rembourser. Son crédit, c'est de l'argent qu'il devra rembourser à la banque. Son dépôt, c'est de l'argent qui est à sa disposition, mais qui est issu du crédit qu'il devra rembourser à la banque. Donc ça, c'est vraiment le processus traditionnel de la création de monnaie bancaire. Le crédit fait le dépôt, le remboursement du crédit détruit le dépôt, détruit la monnaie. Alors Isabelle, je vous interromps une mini-seconde, peut-être pour faire un petit point sur... moi, je me poserais la question si je n'avais pas lu le livre et que je n'avais pas la réponse, bien sûr, mais sur cette bizarrerie, quelque part, j'ai envie de dire, de pourquoi est-ce que ce sont des banques commerciales privées qui créent l'argent et non pas en fait des banques centrales, parce qu'on pourrait se dire très bien qu'on ait une monnaie crédit,
mais pourquoi est-ce que l'État a donné son pouvoir de création monétaire à des entités commerciales privées plutôt que de le garder pour soi ? Oui, alors ça c'est vraiment effectivement, ça s'inscrit dans un processus séculaire de libéralisation, de marchandisation. Et ce pouvoir de création monétaire a en effet été délégué à des entreprises privées. Les banques sont des entreprises privées dont l'objectif, en fait, est de faire du profit. Et donc, ça inscrit la création monétaire dans une relation marchande. Alors, vous voyez que ça peut être très surprenant. D'un autre côté, au fond, eh bien, c'est le système monétaire qui épouse le besoin de la société capitaliste et ça transforme en fait ce processus de création monétaire en un processus lui-même capitaliste parce que réalisé par des entreprises privées qui ont un objectif de profit, qui vendent en fait cette mise à disposition de l'argent à un prix qui est le taux d'intérêt qu'elles font payer à leurs clients. Alors, ce système monétaire qui est quand même assez fondamentalement instable, précisément parce qu'il repose sur la dette, a assez périodiquement alimenté des propositions de transformation. Et donc, l'idée, par exemple, de retirer le pouvoir de création monétaire des banques et de le transférer intégralement à la Banque centrale, alors qu'on revienne sur la Banque centrale parce qu'on n'a pas encore bien fait comprendre son rôle, mais de le transférer à la Banque centrale, ça c'est par exemple une idée qui a émergé après la crise de 29. Donc après la crise de 29, on a vu ce type de proposition de ce qu'on a appelé le 100% monnaie, où il se serait agi d'obliger les banques à en fait détenir 100% de réserves à la Banque centrale. Et ce qui revient en fait à retirer aux banques leur pouvoir de création monétaire. Il y a quelques années, l'idée a été reprise. Alors, il y a quelques années après la crise financière de 2007-2008, l'idée a été reprise par les Suisses qui ont remis cette proposition à la votation populaire en disant, pour avoir un système monétaire et financier plus stable, il faudrait retirer le pouvoir de création monétaire aux banques commerciales qui octroie trop de crédit, ne l'octroie pas au bon endroit, et on a des montagnes de dettes qui finissent en crise financière. Pour éviter cela, il faut transférer le pouvoir monétaire aux banques centrales. Donc ça, c'est une idée qui revient assez régulièrement. Donc je partage à la fois votre étonnement. Pourquoi est-ce que ce bien public est confié à des entreprises, finalement, à des entreprises privées, à qui on délègue un pouvoir quand même absolument extraordinaire, ce pouvoir de création monétaire. D'un autre côté, au fond, c'est très, très en cohérence avec la société pour laquelle ce système monétaire fonctionne, cette société capitaliste. Alors, ce qu'il faut peut-être qu'on éclaire quand même, c'est le rôle de la Banque centrale dans tout ça. Oui, bien sûr. Parce que notre système monétaire, c'est quand même un système assez hybride. C'est-à-dire que c'est pas un système qui repose entièrement sur des entreprises privées, et sur ces entreprises privées que sont les banques commerciales. Peut-être que demain, d'ailleurs, ce sera un système beaucoup plus privatisé. Malheureusement, si on voit se développer les crypto-monnaies, peut-être que la puissance publique aura complètement disparu du système monétaire. C'est pas du tout nous le scénario que l'on préfère évidemment dans l'ouvrage. Mais tout ça pour dire que entre
un système monétaire tout privé et un système monétaire tout public, eh bien, il y a ce système assez hybride qui est le nôtre, où quand même très largement le pouvoir de la monnaie, je dirais, appartient aux banques commerciales, donc à des entreprises privées, mais ces banques ont une banque qui s'appelle la Banque centrale, et en fait, si vous voulez, tous les paiements entre banques se font en monnaie de la Banque centrale. La monnaie de la Banque centrale étant en réalité, étant la monnaie légale, la monnaie officielle. La monnaie des banques, c'est une monnaie privée. Donc, quand Société Générale ou BNP Paribas octroient des crédits, elles créent des dépôts Société Générale, BNP Paribas. Ensuite, eh bien, quand vous utilisez ce dépôt pour effectuer un achat, eh bien, le dépôt va circuler d'une banque à une autre. Et donc, ça veut dire qu'à chaque paiement que nous faisons, eh bien, il y a un paiement interbancaire qui va être occasionné par notre paiement. Et ce paiement interbancaire nécessite de la monnaie centrale. Ce qui veut dire que les banques, pour se régler entre elles, ont toujours besoin de disposer de monnaie centrale. Cette monnaie centrale, elle est créée par la Banque centrale. Comment est-elle créée ? Bien, en fait, selon le même processus que celui qu'on a décrit tout à l'heure, les banques demandent à la Banque centrale des refinancements, et la Banque centrale, donc, entre guillemets, parce que j'ai dit que ce n'était pas le bon terme, mais prête aux banques de la monnaie centrale, mais elles non plus, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas au sens littéral du terme, puisque ce n'est pas de la monnaie centrale qui préexiste dans un coffre qu'elle va aller chercher et qu'elle va mettre sur le compte d'une banque commerciale. La Banque centrale crée de la monnaie centrale ex nihilo. Et encore plus ex nihilo que les banques. Parce que, en fait, les banques, ce sont des entreprises privées qui font l'objet d'une réglementation, qui sont également soumises à cette régulation opérée par la Banque centrale. Donc, quand une banque octroie des crédits, elle sait qu'après, il va falloir qu'elle se procure de la monnaie centrale qui a un prix, donc ça limite un peu son pouvoir de création monétaire. Elle a également ce qu'on appelle des normes prudentielles à respecter. Elle doit avoir certaines quantités de fonds propres pour absorber ses pertes éventuelles. Donc ça aussi, ça peut, dans une certaine mesure, venir limiter son pouvoir de création monétaire. La Banque centrale, elle, a véritablement un pouvoir de création de monnaie centrale ex nihilo. Elle crée de la monnaie centrale quand une banque emprunte de la monnaie centrale. Donc les refinancements de la Banque centrale aux banques, les prêts de monnaie centrale aux banques, créent les dépôts des banques à la Banque centrale, qu'on appelle aussi les réserves des banques à la Banque centrale. Donc le montant des réserves des banques à la Banque centrale est issu de ces prêts de monnaie centrale, de ces refinancements en monnaie centrale effectués par les banques centrales. Et peut-être un point aussi différent entre la monnaie centrale, enfin la monnaie banque centrale et la monnaie privée créée par les banques privées, c'est le fait que la banque centrale, elle n'a pas en fait d'objectif de lucrativité dans les crédits qu'elle va octroyer, ou en tout cas dans la création monétaire qu'elle va allouer aux banques. Exactement. Donc c'est très important de le rappeler. En effet, une banque centrale, c'est pas une entreprise. Elle n'a pas un objectif de lucrativité, comme vous dites. Elle n'a pas un objectif de profit. Cela étant, la banque centrale crée de la monnaie centrale en faisant payer normalement un taux d'intérêt aux banques. Donc elle met un prix sur cette monnaie centrale, mais ce taux d'intérêt, c'est plus un instrument en fait c'est un instrument de politique monétaire. C'est donc plutôt un instrument de régulation
de la masse monétaire. Ça n'a pas vocation à engranger un si je ne dis pas de profit. bêtises, ce sont les taux directeurs, c'est ça? Alors, le prix de l'argent auprès de la Banque centrale, en effet, correspond à ce que l'on appelle le taux directeur. Donc, si on prend le cas de la Banque centrale européenne, elle a plusieurs taux directeurs. Elle a le taux principal de refinancement. Donc, ça, c'est le prix de l'argent qu'elle prête aux banques. Et puis, il y a un autre taux directeur qui est le prix auquel elle rémunère les réserves que les banques ont auprès d'elles. D'accord. Et il y a dans ces réserves, il y a également une part de réserve obligatoire, alors qui, elles, dans la zone euro, depuis assez peu, ne sont plus rémunérées. Mais le taux d'intérêt de la Banque centrale, le taux d'intérêt que la Banque centrale fait payer aux banques et le taux d'intérêt que les banques font payer aux clients sont effectivement d'une nature très différente, puisque les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, ce sont des instruments de politique monétaire, donc des instruments de régulation, on va dire, de la masse monétaire, instruments de régulation du prix de l'argent. D'ailleurs plus que du volume de monnaie en circulation, mais ça joue aussi bien sûr sur le volume de monnaie en circulation, tandis que le taux d'intérêt que la banque fait payer à ses clients emprunteurs, eh bien c'est au service en fait on va dire des affaires de la banque. Voilà, c'est pour faire des profits. Et vous disiez, en fait, c'est un instrument de politique monétaire. Pourquoi? Alors, pareil, peut-être que je me trompe, mais du coup, on va éclaircir aussi. C'est parce que ce taux directeur va avoir une influence directe sur les taux d'intérêt qui vont être pratiqués par les banques privées sur les crédits qu'elles vont allouer aux particuliers et aux entreprises. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les banques, en effet, vont répercuter le prix de l'argent sur le coût du crédit. D'accord ? Et c'est en cela d'ailleurs que, si vous voulez, ces taux directeurs, eh bien, on va dire, dirigent, comme leur nom l'indique, le prix de l'argent, donc le prix du crédit également auprès d'une banque. Et si par exemple la Banque centrale augmente son taux directeur, ça coûte plus cher pour les banques de se refinancer auprès de la Banque centrale. Les banques vont répercuter ce coût sur le crédit sera plus cher, donc a priori la demande de crédit sera un petit peu moins, sera moins importante, va diminuer, donc il y aura moins de crédits octroyés, donc il y aura moins de monnaie nouvelle créée dans l'économie. Donc ça régule le prix et, in fine, la quantité, le volume de monnaie en circulation. Merci pour toutes ces précisions sur voilà, le fonctionnement de la monnaie, les liens entre les différents types de monnaie, les institutions qui créent la monnaie, pourquoi, comment. C'est beaucoup plus clair, enfin, je l'espère, en tout cas ça l'est pour moi, j'espère que ça l'est pour celles et ceux qui nous écoutent aussi. Maintenant, j'aimerais qu'on discute un petit peu de l'objectif, hein, un petit peu du livre hein, qui est central, hein, qui est celui de la transition socio-écologique. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien justement entre la monnaie, donc, et notamment la monnaie dette, et les questions de financement de la transition écologique ou des activités économiques d'utilité sociale ou d'intérêt général, comme on pourrait les appeler. Puisque, en fait, c'est, comme vous l'avez dit, un type de dette implique un type de société, implique un type d'économie, et un type de monnaie, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, en quoi est-ce que il peut y avoir des problèmes, des contradictions ou des blocages par rapport à la monnaie que l'on a actuellement et aux ambitions qu'on a de transition, transformation socio-écologique. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la monnaie bancaire, c'est vraiment une monnaie au service
du projet capitaliste au service d'un projet d'accumulation. D'accord ? Cette monnaie bancaire, c'est déjà en fait pas mal transformée. Alors on l'a pas tellement éclairé tout à l'heure, mais au fur et à mesure que le capitalisme s'est transformé lui-même, a muté en quelque sorte d'un capitalisme industriel à un capitalisme financier, eh bien, la source de la création monétaire s'est modifiée. Pourquoi ? Parce que quand on a commencé à libéraliser les marchés de capitaux dans les années 70-80, progressivement, les banques ont développé leurs activités sur ces marchés. Et quand des banques achètent des titres sur les marchés, notamment sur les marchés secondaires, eh bien, les banques créent de la monnaie également. C'est-à-dire quand une banque achète un titre, elle crée de la monnaie de la même manière que quand elle octroie finalement un crédit. Mais la relation change. C'est-à-dire que si une banque achète un titre à un vendeur de titres sur un marché secondaire, je reviendrai sur la distinction entre marché primaire et marché secondaire, mais si une banque achète un titre à un fonds d'investissement, d'accord, sur un marché secondaire, donc le fonds d'investissement... Par exemple, une action Total. Par exemple, voilà. Donc la banque achète un titre Total, une action Total à un fonds d'investissement. Eh bien, en fait, même chose, elle ne va pas chercher de l'argent dans un coffre pour donner cet argent au vendeur de l'action Total. Elle crée de l'argent pour pouvoir l'acheter. Exactement. Donc c'est finalement une écriture comptable là aussi, où la banque va inscrire à son actif le titre qu'elle acquiert, et elle va inscrire sur le compte de dépôt du fonds d'investissement qui lui a vendu cette action Total le montant du titre acheté. Donc là, vous voyez, dans ce cas-là, c'est plus un crédit qui fait un dépôt, c'est un achat de titre qui fait un dépôt. Et c'est quand même incroyable quand on y pense, parce qu'en termes de différence de possibilités entre différents acteurs privés, par exemple une entreprise classique qui voudrait acheter une action Total, par exemple, ou même un individu, eux n'ont pas la possibilité de créer de la monnaie pour le faire. Bien sûr. Si vous, tout ce que vous achetez, c'est bien sûr, alors, sur la base de l'argent dont vous disposez, éventuellement de l'argent que vous empruntez à la banque, mais il faut disposer d'une quantité d'argent, voilà, pour pouvoir effectuer vos achats. En revanche, eh bien, une banque commerciale qui a ce pouvoir de création monétaire, eh bien, elle peut, par une écriture comptable, acheter des titres. Alors, bien sûr, ensuite, si vous voulez, cet argent créé au bilan de la banque, au passif de la banque, c'est de l'argent qui circule dans l'économie. Et ensuite, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ensuite, la banque doit pouvoir effectuer tous ces paiements interbancaires du fait de cette circulation de l'argent avec de la monnaie centrale. À tout moment, il faut que son bilan soit équilibré. Et donc, la banque a besoin de se procurer des ressources. D'ailleurs, elle-même, elle peut aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers, outre l'argent qu'elle emprunte à la Banque centrale. Donc, c'est ça qui rend les choses, d'ailleurs, je dirais, très difficiles à appréhender. C'est-à-dire que les banques ont ce pouvoir de création monétaire, mais en même temps, ce sont des entreprises qui, elles-mêmes, peuvent aller émettre des titres sur les marchés, emprunter de l'argent sur les marchés, emprunter de l'argent à la Banque centrale. Donc ce sont à la fois, si vous voulez... Joueurs et arbitres, presque, c'est... Oui, ce sont à la fois des intermédiaires financiers et des institutions qui ont ce pouvoir de création monétaire, et ça rend les choses extrêmement confuses. Ça fait qu'on peut on peut parfois les regarder juste sous un angle, sous l'angle intermédiation financière. Et d'ailleurs, je dirais que toute la théorie bancaire
est développé sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on explicite très peu le pouvoir de création monétaire des banques dans la théorie bancaire. Bon, donc tout ça, si on compacte un peu, si on résume un peu, ça permet de dire que la monnaie de crédit, c'est une monnaie au service, on va dire, du capitalisme industriel. Cette monnaie de titre que je viens d'expliquer, au fond, la création de monnaie issue des achats de titres. Nous, dans l'ouvrage, on appelle ça la monnaie acquisitive. C'est une monnaie au service du capitalisme financier. Parce que vous voyez qu'en fait, ça fait du titre la matière première, une matière première de la création monétaire. Donc, il n'y a plus, au niveau de la création de monnaie bancaire, il n'y a plus une, mais deux matières premières de la création monétaire, parce que le crédit en est une, et le titre en devient une autre. Et donc, ça alimente ensuite grandement la circulation de la monnaie sur les marchés. Et là, on a finalement une évolution qui est au service du capitalisme financier, qui permet au marché financier de grossir, mais une évolution qui a pu se produire et qui, je pense, s'est produite au détriment de l'industrie. La financiarisation alimentée par cette monnaie de titre. Alors, est-ce que c'est la financiarisation qui fait la monnaie de titre ou la monnaie de titre qui fait la financiarisation ? C'est un peu les deux. Ouais. Mais tout ça, en fait, a largement participé à la désindustrialisation, parce que ça fait que la monnaie, cette monnaie créée par les banques, aujourd'hui, circule en grande partie au sein des marchés financiers, alimente une énorme sphère financière qui tourne vers elle-même. Et donc les banques qui, finalement, ont été créées pour financer l'industrie, aujourd'hui financent plutôt beaucoup d'activités spéculatives sur les marchés financiers. Donc ça, si vous voulez, c'est un dévoiement de la monnaie bancaire, très symptomatique des décennies passées, au cours desquelles donc, s'est développé le capitalisme financier. Et donc là, on constate deux choses. C'est que la monnaie bancaire, dans l'idéal, va à des projets d'investissement rentables. Et elle est au service du financement de projets d'investissement rentables. Matériel et concret. Typiquement, installer une usine. Ça peut être aussi des activités de service, en l'occurrence. Mais en tout cas, ça veut dire que... Ouvrir un hôpital, Alors là, on tombe dans quelque chose de... à part si c'est un hôpital privé. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que la monnaie bancaire sert au financement d'investissements rentables. Vous voyez qu'elle a été dévoyée en quelque sorte vers les marchés financiers, c'est-à-dire qu'elle circule beaucoup sur les marchés financiers et elle est au service du financement d'activités sur ces marchés, du financement du commerce de titres. Et donc, il y a plusieurs façons de voir les choses. Peut-être précision à ce niveau-là, on avait dit qu'on ferait le distinguo entre marché primaire, marché secondaire. Ah oui, pardon. Et je pense que c'est essentiel parce que souvent, on pense que dans la bourse, on va en fait financer l'économie à travers, par exemple, l'achat de titres, etc. Alors que non, en fait, le marché secondaire, il n'y a pas de financement réel. Alors, si on prend effectivement le cas du marché boursier, le marché des actions, normalement, ça, c'est un marché qui sert au financement des entreprises. Les entreprises, sur un marché boursier, sur le marché des actions, émettent des titres actions, c'est-à-dire qu'en fait, à travers cette émission, elles vendent des parts de leur capital. Les actionnaires deviennent propriétaires d'une part du capital des entreprises. L'émission de l'action, elle se fait sur le marché primaire, marché du neuf, marché du financement. Une fois que le titre est émis, l'actionnaire, donc qui possède ce titre, a toujours la possibilité de le revendre sur un marché, on va dire, de l'occasion, sur le marché secondaire. C'est ça qu'on appelle le marché secondaire. Donc le marché secondaire, c'est le marché sur lequel sont revendus des titres qui ont été émis
antérieurement. Et effectivement, le marché des actions aujourd'hui, c'est en fait un peu partout un petit marché primaire où il y a très peu finalement de nouvelles entreprises qui s'introduisent en bourse. Et c'est un très gros marché secondaire où l'argent circule à toute vitesse avec ce qu'on appelle du trading algorithmique, donc des ordres qui sont préprogrammés sur des ordinateurs avec une énorme puissance de calcul et de l'argent qui circule à toute vitesse. Mais tout ça, en effet, fait fonctionner cette sphère financière au service d'elle-même, et on n'a plus cette connexion sur les besoins de financement de l'économie. Vous voyez qu'en fait, si l'argent tourne en boucle sur le marché secondaire, ça procure aucun nouveau financement. Alors, peut-être que si des financiers nous écoutent, ils ne seront pas d'accord avec ça, parce qu'ils diront, mais on a quand même besoin d'un marché secondaire pour assurer la liquidité du marché et pour rassurer les participants du marché primaire, parce que s'ils savent qu'ils pourront facilement se défaire de leurs titres sur le marché secondaire, ils seront plus enclins à acheter des nouveaux titres. Alors oui, dans une certaine mesure, mais on a quand même là largement dépassé les bornes. Donc on a, je dirais, si vous voulez, une monnaie bancaire qui, avec le développement du capitalisme financier, s'est largement dévoyée. Est-ce que la solution, ce serait simplement de dire, bon, on constate que la monnaie bancaire va au mauvais endroit, que les banques ont trop d'activités sur les marchés financiers, qu'elles achètent trop de titres sur les marchés secondaires. Est-ce qu'il suffirait donc de reprendre en main l'activité des banques, de resserrer leurs activités sur le crédit pour les remettre vraiment au service de la société, au service de la transformation dont nos sociétés ont besoin. Alors, peut-être un peu en partie, moi mes premiers travaux ont porté sur la régulation financière, donc je pense qu'il faut encadrer les banques bien plus, à la fois plus simplement et plus strictement qu'elles ne le sont, parce que la régulation bancaire, c'est une véritable usine à gaz. Mais je pense, si vous voulez, que si on veut financer la transition écologique, si on veut réindustrialiser nos pays et avoir une réindustrialisation qui ne soit pas incompatible avec la transition écologique, je pense qu'en fait, on ne s'en sortira pas simplement avec une régulation bancaire qui détourne les banques des activités de marché et qui les remette sur des activités de crédit. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En outre, au niveau des activités de crédit des banques, en fait, il y aurait beaucoup à faire parce que l'activité de crédit, c'est largement portée sur l'immobilier et largement détournée, au moins en termes relatifs, des entreprises. Si vous regardez le bilan d'une grosse banque, et le secteur bancaire est fait de très grosses banques, en fait, si vous voulez, vous avez à son bilan 30%, 33% de crédit, dont la majeure partie, en fait, correspond à du crédit immobilier, du crédit aux ménages. Donc, la monnaie créée par les banques n'alimente plus suffisamment l'investissement des entreprises. Ça, c'est un fait. Et donc, il faut ramener la monnaie des banques vers l'investissement des entreprises. Mais, ce qu'on a voulu souligner dans notre ouvrage, c'est que ça, c'est une partie du problème et ça ne résout pas tout notre problème de transformation. Pourquoi ? Parce que précisément, la monnaie des banques est façonnée pour le rentable et que si on veut financer l'intégralité des transformations dont on a besoin, il y a bien sûr des investissements rentables à réaliser ou qui sont devenus rentables, par exemple dans les énergies renouvelables. Mais il y a des investissements qui ne seront rentables qu'à beaucoup plus long terme. Par exemple, toutes les rénovations thermiques de bâtiments.
Et puis, il y a des investissements dont on a besoin qui ne sont pas rentables du tout. Alors on peut essayer de tordre comme on veut cette notion de rentabilité en disant mais si socialement c'est rentable, écologiquement c'est rentable. Oui, mais financièrement, si ça ne l'est pas, si ça ne fait pas rentrer de l'argent, eh bien ça veut dire que ce sont des choses que vous ne pouvez pas financer par de l'argent emprunté auprès d'une banque ou par de l'argent emprunté sur les marchés financiers. Le non rentable, ça doit être financé en fait par une monnaie qui n'est pas encastrée dans la dette, et ça doit être financé par une monnaie démarchandisée, démarchéisée en tout cas, par un processus de création monétaire en dehors d'un processus en dehors d'un processus marchand, en dehors du marché du crédit, en dehors des marchés financiers. C'est ça qu'on a voulu montrer dans notre ouvrage. Alors, encore une fois... On le voit par exemple, juste pour l'illustrer, toute l'économie sociale et solidaire, enfin pas toute, puisque dans l'économie sociale et solidaire, on trouve aussi des acteurs énormes comme le Crédit Agricole ou même Système U par exemple, on va dire dans l'économie solidaire, pour être plus précis, et certaines associations d'utilité sociale et coopératives qui donc ont des rentabilités très faibles économiquement et financièrement. C'est très difficile de se faire financer. Parce Exactement. Que c'est... Ouais, donc tous ces acteurs-là, en effet, ont des difficultés de financement. Et en fait, la seule façon de financer des activités non rentables, c'est la subvention. Aujourd'hui, ces subventions publiques viennent des États. Donc ça renvoie à la question du financement des États. Comment est-ce que les États se financent ? Eh bien sûr, ils se financent par l'impôt. Si on veut bien voir l'impôt comme une source de financement, il y a des débats sur ces questions-là, et je propose qu'on n'y entre pas. Mais bon, disons que les ressources, de l'État, c'est l'impôt et c'est de l'argent emprunté sur les marchés financiers. Et les États aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'emprunter directement à la Banque centrale. Ça, c'est depuis à peu près les années 70. À partir des années 70, c'est bien ce lien qui était fort entre État et Banque centrale, et cette possibilité qu'avaient les États de se financer auprès des banques centrales a été défait au motif que ça a alimenté l'inflation de l'époque, motif... vraisemblablement trompeur, pour ne pas dire fallacieux, mais en tout cas progressivement. Ainsi, eh bien, les États n'ont plus pu se financer directement auprès de la Banque centrale. J'ai fait un épisode sur le sujet avec Benjamin Lemoine, très bien. Qui a fait 2 livres absolument extraordinaires sur le sujet, qui remontent à il y a 2 ans. Mais voilà, pour ceux qui veulent creuser, il y a 1h30 avec Benjamin Lemoine, précisément sur comment on est passé du circuit du Trésor à finalement la privatisation du financement de la dette d'État. Exactement. Et Benjamin, lui, soutient des propositions de restauration, en fait, du circuit du Trésor. Nous, on va pas vers ce type de proposition. On va vers des propositions qu'on peut voir comme étant complémentaires ou alternatives. Moi, j'ai quand même, si vous voulez, de plus en plus de doutes sur l'opportunité qu'il y aurait à permettre aux États de se financer à nouveau auprès des banques centrales, parce que dans un contexte de démocratie fragile, pour ne pas dire vacillante, redonner le pouvoir monétaire aux États, ça me semble dangereux. Et donc, fondamentalement, en fait, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est la question de savoir à qui doit appartenir le pouvoir monétaire. Est-ce que ce pouvoir monétaire doit être laissé aux banques ? Est-ce que ce pouvoir monétaire doit être transféré intégralement aux banques centrales ? Mais vous voyez que ça pose quand même des questions sur leur gouvernance. Sur la technocratie. C'est ça, puisque ce sont des institutions qui sont
complètement indépendante des États. Peut-être que cette indépendance est protectrice, mais ça pose quand même des questions. Est-ce qu'on peut laisser ces institutions complètement indépendantes qui font peu de place à la société civile? Est-ce qu'on peut leur laisser complètement le pouvoir monétaire sans que la société, au fond, ait rien à dire? Est-ce que le pouvoir monétaire doit être redonné complètement aux États en leur permettant justement de se financer comme ils le souhaitent auprès de la Banque centrale? Eh bien, nous, à cette question-là, nous répondons que le pouvoir monétaire doit appartenir à la société tout entière. Alors, peut-être que vous trouverez la formule un peu facile, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société doit reprendre la main sur la monnaie, et ça veut dire que on doit, si vous voulez, dans nos institutions monétaires, eh bien, repenser une gouvernance pour l'ouvrir à la société civile. Et cette monnaie volontaire dont nous parlons dans l'ouvrage, eh bien, au fond, c'est la monnaie de la société civile. C'est une monnaie, ce seraient des euros tout à fait fongibles avec les euros créés par les banques, ou les euros qui circulent avec des billets de banque. Mais la caractéristique de cette monnaie volontaire, c'est que ce serait donc une monnaie émise par la Banque centrale, mais sur le conseil ou le commandement, ça se discute d'un institut d'émission qui serait en partie gouverné par la société civile. Et cette émission de monnaie se ferait en dehors d'un crédit, en dehors d'une dette, sans contrepartie financière, mais serait affectée à la réalisation d'investissements dont la caractéristique serait, et ce serait aussi le critère en fait d'éligibilité à ce type de financement, donc à des projets d'investissement indispensables à la transformation, selon des critères validés collectivement, démocratiquement, et non rentables, et donc pas finançable par les banques, pas finançable par des émissions de titres sur les marchés financiers. Et une monnaie sans loyer. Une monnaie sans loyer, effectivement, ce serait en fait une émission de monnaie sur la base, sur le mode de la subvention. C'est-à-dire que la Banque centrale émettrait de la monnaie ex nihilo, mais sans contrepartie financière. La contrepartie, ce serait la réalisation de ces investissements indispensables, non rentables, qui ne peuvent être réalisés qu'avec des subventions. Alors, bien sûr, on pourrait nous rétorquer, mais au fond, les subventions, ça existe déjà, et c'est à l'État de subventionner ce type d'investissement. Bah oui, mais il ne peut pas, puisqu'il est bloqué par sa dette. Exactement. Donc, en l'état des marges de manœuvre budgétaires, les États ne sont pas en capacité d'allouer des subventions pour désartificialiser des sols dans la ville, pour développer des espaces verts, pour replanter des forêts, pour dépolluer des océans, et n'oublions pas le volet social, pour construire, équiper des hôpitaux, des écoles, des universités, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces réalisations qui permettent aussi, qui permettent non seulement, je dirais, d'avancer vers le respect des limites planétaires, mais qui permettent aussi de faire fonctionner toute une sphère non marchande avec des services publics qui fonctionnent mieux, d'accord, des hôpitaux bien dotés, des écoles bien équipées. Tout ça, aujourd'hui, eh bien, on n'est plus en capacité de le financer. Et je crois que si la transition écologique n'avance pas, alors bien sûr, c'est peut-être
en grande partie parce que on ne sait pas, finalement, on n'a pas tous la même vision de cette transformation, et donc le point d'aboutissement est confus. Tout le monde ne veut pas la même chose. Mais je crois que on ne mesure pas cette problématique de financement. C'est-à-dire qu'on a un système monétaire et financier qui est finalement façonné pour la société d'hier, qui, au XIXe siècle, était la société de demain. Mais la société de demain du XIXe siècle, eh bien, c'est la société d'hier, d'aujourd'hui. Et donc, on a besoin de dépasser ce projet capitaliste d'accumulation qui est complètement ignorant des limites planétaires et en grande partie aussi complètement ignorant du respect de l'humain. Si on veut évoluer vers un autre projet de société respectueux des limites planétaires, respectueux de l'humain, eh bien, on a besoin de façonner autrement le système monétaire et financier. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé votre approche dans le livre, pas forcément parce que je suis d'accord avec tout, et puis je n'ai pas la capacité de juger, mais parce que ça m'a donné beaucoup d'idées, et surtout parce que vous faites l'effort de l'ancrer en fait dans la situation actuelle. C'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on pourrait augmenter les subventions, mais sauf que par rapport à l'existant, ça ne fonctionne pas. Alors on ne va pas rentrer dedans parce que j'aimerais que dans le temps qui nous reste aborder d'autres sujets, mais vous faites aussi l'effort de vraiment répondre à une problématique et à souvent on va dire une critique qui est faite, c'est « Ah oui, mais avec les traités européens, c'est pas possible, on n'a pas la capacité de… » Vous, avec votre proposition, vous l'avez pensé avec le fonctionnement des traités tels qu'ils existent, la possibilité de le faire advenir avec les traités tels qu'ils existent. Donc, pour le coup, je renvoie là, nos auditeurs et auditrices à la lecture du livre pour creuser un peu plus cette partie qui est un peu technique, mais qui, voilà, vous avez vraiment fait cet effort et je pense qu'il faut le souligner parce que c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais poser d'autres questions qui sont plus en lien avec ce que ça a suscité chez moi comme question. La première, c'est, en fait, vous pensez la monnaie volontaire comme étant une monnaie annexe ou complémentaire à la monnaie classique. Bon, la première question, c'est pourquoi juste pas la remplacer en fait ? Alors, c'est pas une monnaie complémentaire. Il y a plein de travaux d'ailleurs sur les monnaies complémentaires qui font partie des réflexions sur les transformations monétaires nécessaires pour accompagner le changement sociétal. La monnaie volontaire, c'est pas une monnaie complémentaire. Oui, pardon, c'est un mode de création monétaire complémentaire. Alors la question, ça pourrait être, mais pourquoi au fond est-ce que on basculerait pas entièrement sur ce mode-là de création monétaire, c'est un mode de création de monnaie sans dette, désencastré de la dette, pour pouvoir financer du non rentable. Alors, en fait, on voit ça plutôt en complément, on voit ce mode de création de monnaie sans dette en complément du mode de création de monnaie bancaire plutôt qu'en substitut. Pourquoi ? Parce que de quoi souffre-t-on dans nos sociétés ? Je crois qu'on souffre finalement, si vous voulez, d'un surdéveloppement de la sphère marchande. On veut tout marchandiser et on a l'espace non marchand est en train de s'atrophier. Il me semble que le respect des limites planétaires, la défense la protection de la nature. Alors, bon, après, les termes utilisés peuvent varier, mais tout ça, ça doit s'inscrire dans du non-marchand. Moi, je ne crois pas du tout aux solutions de marché pour avancer dans la transition écologique. Et donc, vous voyez, il y a deux sphères à faire fonctionner. La sphère du marchand, la sphère du non-marchand, et mettre un peu des freins à l'essor de la sphère marchande et mettre un peu l'accélérateur sur la sphère du non-marchand.
la monnaie bancaire, c'est très bien pour la sphère marchande. Et il ne s'agit pas de faire totalement disparaître, si vous voulez, les échanges marchands, le marché. C'était de comment est-ce qu'on fait disparaître les échanges marchands au profit des échanges non marchands. Je pense qu'en fait, c'est très bien d'avoir la possibilité de réaliser des échanges marchands en toute liberté avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord, donc cette sphère marchande, c'est une sphère très utile à la satisfaction de nos besoins. Cela étant, il faut, si vous voulez, qu'on arrive précisément à identifier ce qui peut s'acheter et se vendre, et puis ce qui ne doit pas s'acheter et se vendre. Et donc, il y a tout un ensemble je dirais qu'il y a tout un ensemble de services à sanctuariser. L'éducation, la santé, la nature, eh bien, ça doit s'inscrire dans du non-marchand. Mais pour faire fonctionner le non-marchand, eh bien, on a besoin de cette transformation monétaire, on a besoin de ce mode d'émission de monnaie sans dette, pour lequel il n'y a pas d'attente précisément il n'y a pas d'attente de rentabilité. Et quelque part, ce qui est un peu rigolo, alors peut-être que je me perds complètement avec cette remarque, mais on a l'impression que c'est subversif de dire ça, mais quand on a fait un peu d'économie et étudié même certains économistes néoclassiques de la fin du 19e siècle, je pense à Walras par exemple, c'est des choses qui étaient tout à fait alignées en fait avec des modes de pensée, c'est-à-dire que certains secteurs n'avaient rien à faire dans la sphère marchande et de l'économie et la sphère de marché, quoi. C'est pas quelque chose qui serait vraiment un truc d'ultra-gauchiste communiste, mais qui était déjà pensé par des libéraux, en fait. Hein. Oui, alors, je connais pas bien, moi, les travaux de Walras, donc je vais pas m'embarquer dans cela, mais effectivement, si vous voulez, la marchandisation, c'est quelque chose d'assez contemporain, finalement. C'est-à-dire que la sphère marchande s'est développée en l'espace de quelques... s'est surdéveloppée en l'espace de quelques siècles. Et l'espace non marchand qu'on avait réussi à un peu développé, eh bien, c'est complètement atrophié. Donc, il s'agit de réfléchir au fonctionnement du système monétaire et financier adapté à nos communs, adapté aux non-marchands. C'est ça que permet de penser ce mode d'émission. Ce mode d'émission sans dette. Eh bien, c'est très bien que vous abordiez les communs. C'est justement ma deuxième remarque. En fait, quand on travaille un petit peu sur les communs, quelque chose qui souvent revient, c'est le fait que la question du commun peut être difficile à penser en dehors d'un ancrage territorial, en dehors de relations personnelles et non pas de relations contractuelles. Et dans la monnaie volontaire, vous avez pensé une gouvernance à l'échelle de la Banque centrale européenne, même si on y inclut la société civile. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y aurait des possibilités, est-ce que vous avez réfléchi ou discuté d'une possible territorialisation en fait, de la création monétaire pour être vraiment au plus proche en fait, de la décision démocratique par les acteurs eux-mêmes, un peu comme des caisses territoriales quelque part. Est-ce que ça serait quelque chose d'envisageable ? Oui, complètement. Alors, si je reprends notre schéma de la monnaie volontaire, en effet, il y a cette décentralisation possible. Si je reprends le schéma, on a un institut d'émission qui est à l'extérieur ou à l'intérieur de la Banque centrale et qui indique à la Banque centrale quel montant de monnaie volontaire est nécessaire pour financer la part des investissements non rentables, mais indispensables. Cette émission donc, de monnaie centrale sans dette va à
une caisse de développement durable. Alors cette caisse de développement durable, eh bien, c'est une société financière publique à mission, dont la mission est précisément d'allouer des subventions à tout un ensemble d'acteurs, que ce soit des entreprises, des ménages, des collectivités locales, des associations, qui ont un projet d'investissement indispensable, non rentable, avec donc un impact social ou un impact écologique, et qui ne peut pas être financé par un emprunt auprès d'une banque, qui ne peut pas être financé par une émission de titres, qui pourrait être financé par des subventions publiques de l'État, mais en l'état des marges de manœuvre, eh bien, ça ne peut pas être le cas. Alors on peut se dire, au fond, tout ce que vous nous proposez là, ça n'aurait pas lieu d'être si on avait une méga réforme fiscale permettant de décupler les ressources fiscales des États, ou si justement, eh bien, l'État recouvrait la possibilité de se financer directement auprès de la Banque centrale. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça ? On n'est pas du tout opposé à une réforme fiscale permettant d'avoir un impôt beaucoup plus progressif. Par exemple, la taxe Zuckman ? Par exemple, on est tout à fait en soutien de ce type de proposition. Cela étant, ça ne sera pas à la hauteur des besoins. Oui. 2, l'impôt, ça reste quand même un instrument de financement d'une société de la croissance. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on veut faire de l'impôt un instrument de financement, eh bien, pour avoir finalement une assiette fiscale qui ne se réduise pas, il faut de la croissance. Eh oui. Or, alors... C'est tout le discours d'ailleurs sur la perpétuation de la croissance. Exactement. Et nous, on n'est pas dans un schéma de croissance verte, c'est-à-dire que on s'illusionne pas beaucoup avec l'idée que l'on pourra concilier croissance et respect des limites planétaires. On pense que précisément, il nous faut avancer sur le chemin d'une société post-croissance où l'objectif, eh bien, ce n'est plus l'accumulation. L'objectif, c'est satisfaire nos besoins en respectant les limites planétaires, en respectant l'humain. Et donc, si on intègre cet aspect-là, c'est toujours important, bien sûr, d'avoir des impôts, mais ça peut plus être véritablement le cœur du financement des activités non marchandes. Quant au financement des États auprès de la Banque centrale, je disais tout à l'heure, ça revient en fait à redonner le pouvoir monétaire aux États. Alors, si on pense que les États sont toujours des institutions bienveillantes qui représentent parfaitement la société, on peut adhérer à cette idée-là. On serait beaucoup de millionnaires. Hein. Ouais. Si au contraire, eh bien, on a l'impression que nos démocraties aujourd'hui fonctionnent de plus en plus difficilement, sont de plus en plus fragiles, et que les États, à certains endroits, deviennent des États autoritaires, voire même deviennent des institutions mises au service d'intérêts privés. Si on fait ce constat-là, alors on se dit que la solution ne réside pas dans le transfert du pouvoir monétaire aux États. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble plus intéressant, en fait, d'avoir une transformation monétaire qui redonne une partie du pouvoir monétaire à la société civile. Société civile qui vient gouverner. Alors,
on n'épuise pas le sujet. Je pense qu'effectivement, là, on tombe finalement dans une gouvernance plus à base de démocratie participative. Et il ne faut pas être naïf là-dessus. Nul doute que c'est compliqué aussi, oui. D'accord. Cela étant, il nous semble important d'alimenter la réflexion en ce sens et de montrer qu'il y a vraiment des transformations monétaires possibles qui permettent d'alimenter la transformation sociétale. Et ça, c'en est une. Et donc, si on traduit finalement notre pensée de la manière la plus prosaïque possible, c'est aussi une façon de fabriquer autrement des subventions. Oui. D'accord ? C'est une façon de fabriquer de la subvention monétaire. Et si on nous répond, mais vous êtes complètement fou, c'est de la monnaie magique, je suis désolée, mais la monnaie magique, ça existe déjà. Et les banques centrales sont tout à fait en capacité d'émettre de la subvention. Elles l'ont déjà fait pour les banques. Elles l'ont déjà fait pour les banques pendant la gestion de crise financière, pendant la gestion de crise sanitaire. Alors, bien sûr, elles ont prêté, entre guillemets, de l'argent aux banques. Et bien sûr, elles sont allées aussi au-delà de ça en achetant beaucoup de titres sur les marchés financiers. Mais elles sont même allées encore plus loin. C'est-à-dire que quand les banques centrales... la BCE l'a fait un peu à travers certains programmes de refinancement, mais d'autres banques centrales l'ont fait. Quand les banques centrales ont prêté aux banques à taux négatif, elles ont donné de la monnaie centrale. Elles ont subventionné les banques en monnaie centrale. Et quand aujourd'hui, les banques centrales rémunèrent les réserves des banques à un certain taux, dans la zone euro, au taux des facilités de dépôt, ça aussi, c'est une forme de subvention monétaire. Donc la subvention monétaire, ça existe. Nous disons... mettons ce pouvoir de subvention monétaire exactement au service du financement des transformations dont on a besoin. Alors, les transformations dont on a besoin, c'est plein de choses. C'est la transition écologique. On parle de plus en plus aujourd'hui aussi d'autonomie stratégique parce qu'il faut se réindustrialiser, il faut être moins dépendant des puissances extérieures dans certains secteurs tout à fait stratégiques, donc le secteur des énergies renouvelables par exemple, mais le secteur des matériaux critiques, le secteur de la défense, le secteur de l'automobile, etc. On pense très fort à Palantir. Voilà. Mais moi j'ai une question, si effectivement on part du principe qu'on n'a pas forcément confiance dans l'État tel qu'il est aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément confiance dans le marché. Moi, je travaille sur les organisations alternatives, donc non capitalistes, dans une perspective de leur donner du pouvoir d'agir et de l'autonomie dans les interstices du capitalisme. Et en vous lisant, je me suis demandé, est-ce qu'on pourrait en fait penser des sortes de banques territoriales qui ne soient pas en fait de l'euro, qui ne soient pas les monnaies alternatives complémentaires qui, elles, sont complètement corrélées et qui n'ont, à l'euro et qui n'ont pas de pouvoir de création monétaire, mais pour, en fait, à l'échelle de communautés, créer de la monnaie de manière complètement déconnectée, en fait, de l'administration et des organes purement étatiques. Est-ce que ça serait une possibilité, une perspective? Sur quoi ça se baserait? Quels seraient les risques? Alors... en fait, votre question me fait penser que je n'ai pas complètement répondu à la question précédente sur la décentralisation, parce que ça rejoint en fait ce point-là. On en revient à cette décentralisation, au fait de mettre de la monnaie à la disposition d'acteurs sur des territoires, acteurs qui... peuvent être justement dans des activités non rentables au service du social ou au service de la préservation de la nature. Et donc, comment on fait pour rendre ces activités possibles, pour financer ces activités? Et tout à l'heure, vous me disiez, est-ce que le dispositif que vous proposez est décentralisable? Et alors, j'ai commencé à vous répondre en disant oui, puis j'ai commencé à développer le schéma, puis après, en développant, je suis pas allée au bout, mais la société financière publique, la Caisse de développement durable, qui alloue des subventions, en fait, elle peut être décentralisée. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme un réseau de caisses de développement durable, comme un réseau de sociétés financières publiques qui ne seraient pas des banques. Justement, ce n'est pas des banques publiques de territoire. Puisque une banque, qu'est-ce que ça fait? Ça prête
on a dit que c'était pas le bon terme, mais ça fait crédit, d'accord, oui. ça prête de l'argent qu'il faut louer, payer, qu'il faut rembourser et payer au prix du taux d'intérêt. Ces sociétés financières publiques, caisses de développement durable, ce sont des caisses, comme leur nom l'indique, c'est-à-dire qui reçoivent de l'argent de la Banque centrale. Donc elles reçoivent la monnaie sans dette et elles allouent sous forme de subvention cette monnaie sans dette. Et ces caisses, elles peuvent exister à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, à l'échelle territoriale, pour être effectivement au plus proche des besoins de financement des territoires et de ces acteurs sur les territoires qui n'ont pas tous des projets lucratifs. Et pour refaire société, on a besoin de ces acteurs qui développent des projets autres que maximiser son profit. Maximiser son prochain, c'est pas mal aussi. Mais là, toujours en lien quand même avec la Banque centrale et quand même une administration au final un peu centrale, même si c'est sous forme de confédération. Mais complètement, c'est pas un projet anarchique. C'est pas un projet anarchiste. On n'est pas dans une forme d'autonomie complète. Voilà, exactement. C'est pas de l'autogestion, c'est pas du tout ça. Ça s'inscrit effectivement. Et ça peut s'inscrire dans le cadre institutionnel existant. Alors, pour être quand même tout à fait sincère, notre schéma fonctionnerait mieux avec un institut d'émission extérieur à la Banque centrale, lui disant voilà le montant de monnaie volontaire dont la société a besoin et décision donc qui s'imposerait à la Banque centrale. Avec donc un politique qui ordonne. Voilà, ça fonctionnerait mieux comme ça qu'avec un institut d'émission à l'intérieur de la Banque centrale qui aurait juste un pouvoir un peu consultatif. Donc, oui, ça fonctionnerait mieux de la première manière. Mais ça veut dire qu'en fait, cette transformation que l'on propose, elle est faisable sans tout casser. Ça permet d'installer un îlot monétaire non marchand dans la société capitaliste actuelle. Et ainsi, ça amorce en fait des transformations, puisque ça rend possible l'essor de la sphère non marchande. Et donc, progressivement, je dirais que l'objectif d'accumulation devient moins prégnant. Et on ne pourra plus dire qu'il n'y a plus d'alternative. C'est voilà, dans le cadre des normes et des règles existantes. Isabelle, j'ai une dernière question avant de nous quitter, et peut-être pour conclure, sur la réception du livre et les discussions que vous avez pu avoir avec soit de l'administration, soit des partis politiques, d'autres universitaires. Comment est-ce qu'il a été perçu? Comment est-ce qu'il a été reçu? Est-ce qu'on sent qu'il y a des possibilités? Comment... Alors, moi, je dirais que c'est un travail qui a été bien accueilli parce que ça a fait du débat. Le livre, c'est pas si mal vendu pour ce type d'ouvrage. On est à 2500 exemplaires, ce qui est plutôt bien, parce que ce genre d'essai, généralement, c'est plus, c'est propre, hein. C'est plus confidentiel, donc c'est honorable. On a eu énormément de présentations, d'invitations à présenter l'ouvrage, et dans des cercles très différents. C'est-à-dire qu'on est allé le présenter, bien sûr, dans des universités, voire même aussi dans des écoles, dans des lycées, dans des classes prépa, mais aussi auprès d'associations citoyennes. Et j'ai eu également, par exemple, la possibilité de le présenter à des entreprises, à la Convention des entreprises pour le climat. Et j'ai régulièrement la possibilité d'en discuter, l'occasion d'en discuter avec des parlementaires. Alors, généralement, quand je parle de ce sujet-là avec des parlementaires, je ne suis pas
je suis pas invitée spécifiquement à parler de monnaie volontaire. On me dit pas venez me parler de monnaie volontaire, mais on me dit est-ce que vous pourriez nous parler du verdissement de la politique monétaire? Comment est-ce qu'on met les banques centrales au service de la transition écologique? Et là, eh bien, il y a tout un éventail en fait d'options possibles. Éventail allant de petits ajustements à la marge de la politique monétaire en développant les indicateurs sur le tableau de bord de la Banque centrale, en verdissant les titres que la Banque centrale prend en garantie, en verdissant les taux directeurs de la Banque centrale, ce que les banques centrales ne sont pas du tout encore prêtes d'ailleurs en tout cas la BCE, à entendre. Puis au fur et à mesure qu'on parcourt l'éventail, comme ça, on arrive aussi progressivement à des solutions telles que on relance des programmes d'achat de titres d'achat de titres par les banques centrales, mais de titres qui seraient des titres d'emprunt réalisés par les États sur les marchés pour financer la transition écologique. Et puis encore un cran plus loin, bien là on peut discuter de la possibilité pour les États de se financer directement auprès de la Banque centrale. Et puis on discute les avantages, les inconvénients, etc., la démocratie vacillante. Et puis on peut aussi évoquer ces possibilités finalement de subventions monétaires de la Banque centrale, techniquement tout à fait réalisable, institutionnellement pas si difficile que ça à implémenter, et donc pas incompatible avec le cadre institutionnel européen, qui en même temps vraiment nous permettrait de financer plus amplement la transition écologique, et qui pour le moment, en tout cas, n'obligerait pas à casser le traité, à rétablir la possibilité de financement des États auprès de la Banque centrale, d'autant que, je vous dis, pour moi, moi personnellement, c'est vraiment pas la solution qui me semble la solution désirable. On peut vouloir reconstituer un circuit du Trésor, faire en sorte que les États se financent plus facilement auprès des banques, mais je pense que des prêts directs de la Banque centrale au Trésor, redonner le pouvoir monétaire à l'État, c'est pas la bonne solution. Donc, quand on parcourt cet éventail, on arrive aux subventions monétaires. Et voilà, quand la discussion s'engage avec des parlementaires sur ça, j'essaie de leur faire comprendre que techniquement, c'est tout à fait faisable. Institutionnellement, ça l'est aussi. Mais à l'occasion de certains échanges, j'ai compris quelque chose récemment, qui m'a troublée d'ailleurs sur le moment. Alors, j'ai peut-être été naïve au fond de le réaliser si tardivement, mais vous voyez, notre proposition, c'est une proposition de transformation monétaire qui est tout à fait concevable dans le cadre institutionnel européen et donc à dimension européenne, avec cette possibilité de décentralisation sur laquelle vous insistiez à raison. Ce que j'ai compris dernièrement, en discutant avec certains parlementaires, c'est que, en fait, vous avez, d'un côté, sur l'échiquier politique, des parlementaires qui sont vraiment désireux de changement. Ils veulent que la société change. Ils ne croient plus du tout en l'Europe. Et donc, pour eux, des propositions à dimension européenne, c'est inaudible. Puis d'un autre côté, de l'autre côté de l'échiquier politique, alors pas complètement à l'extrême, mais quand même de l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez des parlementaires qui croient toujours en l'Europe, qui pensent qu'on est plus fort unis au niveau européen que recroquevillés sur nos nations, mais qui ne sont pas très désireux de changement. Et donc, c'est compliqué finalement de faire entendre une proposition qui croise volonté de changement, transformation sociétale, et en même temps dimension européenne, avec la possibilité d'imbriquer, je dirais, les échelles Europe,
Territoire. Territoire, enfin, national et territorial, enfin, européen, national, territorial. Mais vous voyez, voilà, il y a cette difficulté-là. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je dirais que parmi les politiques, les plus désireux de changement sont aussi, malheureusement, les plus anti-européens. Et malheureusement, de l'autre côté, eh bien, ceux qui ne sont pas anti-européens sont pas très désireux de changement parce qu'au fond, soit ils perçoivent pas la crise écologique et sociale dans laquelle on est et le mur vers lequel on est en train de se précipiter. Donc peut-être ne perçoivent-ils pas ça, peut-être ne pensent-ils pas que ce mur existe, ou peut-être sont-ils simplement très très court-termistes. Ils sont plutôt nantis dans leur bien installés dans leur situation, et le changement leur apparaît pas nécessaire. Et puis il y a aussi ceux qui pensent que de toute façon la technologie nous sauvera et que il n'y a pas besoin de trop s'agiter, qu'on peut conserver nos modes de fonctionnement actuels. Donc voilà, le fait d'avoir compris ça il n'y a pas si longtemps m'a rendu un peu triste au fond. Mais c'est pas grave, parce que moi je trouve que vous avez quand même mis un pied dans la porte, et hyper intéressant, en prouvant qu'il y avait d'autres manières de penser la monnaie, que la problématique n'est pas technique. Et je pense que c'est vraiment important de lire le livre. En plus, la lecture est très plaisante. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bien écrit. Franchement, ça se lit super bien. C'est pas du tout compliqué, chiant. En plus, toute la partie historique est passionnante. Donc vraiment, voilà, je recommande très chaudement la lecture du livre. Et même si tout de suite, là, on sent que c'est un peu bloqué, je pense que ça nous nourrit aussi de plein d'idées, de nouveaux imaginaires, de manières de penser, de débat, en tout cas chez ceux qui veulent du changement. Alors ça ne sera peut-être pas à l'échelle européenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très belle perspective stratégique que vous avez entamée, et qui mérite d'être prolongée. Non, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et on a pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire cet ouvrage à trois. Et ça a été une formidable aventure intellectuelle qui se poursuit. Et tant mieux si ça alimente la réflexion, parce que c'était bien là notre but, alimenter la réflexion monétaire, faire mieux comprendre la monnaie en tant que levier de transformation sociétale, et qu'un grand nombre de lecteurs puissent en fait se réapproprier ce pouvoir, ne serait-ce qu'en le comprenant mieux. Voilà, donc si vous pensez qu'on a un petit peu réussi à ça, tant mieux. Ça me console complètement. Merci beaucoup, Isabelle, et je vous dis à très bientôt. Merci.